J'invite à nous rejoindre sur la scène Jocelyne Glass, Joël Schell, Philippe Gaillard, Yves Mérillon et Marion Boineau, s'il vous plaît, qui normalement sont sur le devant de la scène. Pour cette première séquence, merci de les applaudir. Installez-vous, je vous en prie. Il y a suffisamment de chaises, donc vous trouverez forcément la vôtre. Voilà, c'est ça. Merci de nous rejoindre sur... Alors bon, j'ai plus trop le timing en tête, mais... avec Claude Alfandéry, il nous a fait effectivement un peu à la fois l'introduction, le contenu et la conclusion de la journée. Donc, on va un peu meubler. Hein. En même temps, la conclusion, c'est un peu l'enjeu de la coopération interstructure sur les territoires, donc effectivement sur des enjeux de transition. Alors, on est là pour parler ce matin des ateliers chantiers d'insertion qui ont une particularité. Ils en ont même plusieurs, et on va le voir en 3 séquences ce matin. La première qu'on va explorer ici, c'est la nature statutaire, et qui est plus qu'une nature statutaire. Alors certains disent qu'effectivement, les statuts ne suffisent pas, ou les statuts importent peu. C'est un débat qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire, ou dans l'économie à impact, etc. Les statuts ne suffisent pas. Bon, là, on va parler d'un statut particulier, qui est le statut associatif, puisque à peu près 90% des ateliers chantiers d'insertion sont portés par des associations, loi 1901. On va en parler avec les intervenants ici, non pas pour glorifier des statuts, mais pour en comprendre l'usage. Et là, je me situe aussi dans un passage de témoin historique. Je pense à François Bloch-Lenné, que certains ont peut-être connu. Bon, ça ne nous rajeunit pas. Certains ont connu l'UNIOPS, le médico-social, etc., ça leur parlera peut-être, ou la Fonda, qui effectivement avait insisté sur les spécificités méritoires, ce qu'on appellerait aujourd'hui les externalités positives, par exemple des associations, par exemple sur le pouvoir partagé, qui est une spécificité associative, statutaire. Le patrimoine inaliénable. Il est clair que le patrimoine des associations n'appartient à personne. Il appartient à l'intérêt général, c'est-à-dire qu'il est dévolu ensuite, si aucune association ne le reprend, il est dévolu à l'État. Des activités qui mettent en avant l'attention à la personne avant la rentabilité. Ça, c'est quand même les statuts qui l'obligent. C'est des spécificités de gouvernance associative qu'on peut qualifier aujourd'hui de spécificités liées à des communs. Voilà. Pour les jardins de Cocagne, par exemple, ça nous interpelle. On a créé via les ACI des communs agricoles, des fermes productives qui marchent très bien et qui n'appartiennent à personne. Et ce ne sont pas des COFCOS, des SOFCOS. Ça marche très bien, ça produit et ça n'appartient à personne. Ça interroge très fortement le modèle du travailleur indépendant paysan. Je m'arrête là pour la digression, mais c'est quand même très très particulier comme modèle, le modèle associatif des ateliers chantiers d'insertion. Donc on va explorer ça avec toutes les personnes qui sont ici présentes. Je les remercie chaleureusement. Ils sont tous venus quasiment presque du même endroit, ou presque. Mais c'est un effet de circonstance, on ne l'a pas fait exprès, d'Auvergne. D'Auvergne, ils sont venus. Voilà, et je les en remercie, c'est très gentil à eux de nous avoir rejoints. J'accueille d'abord, pour commencer, une personne qui a eu la gentillesse de venir témoigner, qui vient du mouvement des régies, ici présente, à ma gauche, Jocelyne Glass, présidente de la régie des territoires du Billon. Voilà, parfait. J'ai mis 2 semaines avant d'arriver à prononcer le nom. Alors, avec une spécificité, je suis très heureux d'avoir à côté de moi une bénévole. Alors ça, on est vraiment dans la spécificité associative de la Régie de territoire des Deux-Rives, qui est une association loi 1901, qui a été créée le 19 septembre 2014, labellisée Régie de territoire, donc en 2017, porteuse d'une ACI. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est effectivement comment on en arrive à devenir présidente d'une association porteuse d'ACI. Bien, d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, comment j'en suis arrivée là ? J'ai eu un parcours dans l'action sociale et un moment sur ce territoire qui est un territoire périurbain ou semi-rural, comme on peut le dire en parlant de Billon. Il y a eu un diagnostic social assez catastrophique et on a été quelques-uns à se dire qu'il fallait essayer de trouver une réponse et essayer de monter un dispositif qui pouvait répondre aux besoins des populations les plus précaires du territoire. On était quelques-uns de militants de l'éducation populaire. On avait envie de faire ensemble.
On avait envie aussi de participation citoyenne, et on avait envie surtout de partir de notre territoire et des richesses de notre territoire, des habitants du territoire. Et on avait connu des chantiers d'insertion auparavant, moi je les avais connus en tant que travailleur social, et on avait vraiment envie d'avoir une structure ouverte sur les habitants, sur les collectivités, sur les bailleurs, mais aussi sur les chercheurs. Enfin, on avait envie d'ouvrir les fenêtres et de respirer un peu et de faire de l'insertion de cette façon-là. Et on avait vraiment envie de faire ensemble, c'est ça qui nous a guidés. Et notre projet, il y avait quand même un projet politique derrière, c'était de se dire on veut aller sur de la transition écologique et solidaire parce que ça nous porte, parce qu'on a ces valeurs-là qui sont les nôtres et les valeurs de solidarité. Et on a cherché, donc on s'est réunis, mission locale, collectivités, bénévoles, militants, pour essayer de trouver ce qui pouvait correspondre à ce projet. On a été visiter des tas de sites et un jour, on a découvert le CNLRQ. La chargée de mission et insertion sur notre territoire avait trouvé ce modèle et qui est devenu maintenant le mouvement des régies. Et on s'est vraiment retrouvés parce que le projet politique du mouvement des régies, c'est justement la participation des habitants. Et c'est la participation des habitants, qu'ils soient salariés, qu'ils soient bénévoles sur des activités qu'on peut organiser au niveau de la régie et qu'ils soient comme moi, administrateurs d'une régie. Voilà, c'était ça l'idée. Et on s'y est retrouvés parce que ce mouvement qui nous relie accompagne aussi les bénévoles, nous accompagne au quotidien et dans la préfiguration et après dans la création de la régie, mais nous accompagne tout le temps et accompagne notamment les bénévoles, les forme. Et c'est vraiment ce projet politique, c'est la participation des habitants, parce qu'on est persuadé que ce sont eux qui sont les experts du territoire et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer. C'est à peu près ce que... Ça va ? Ça va très bien, Jocelyne, merci. Et alors, je me disais, mais en fait, avec notre bande de copains, quand on s'est réunis et que finalement on a eu ce cheminement, on s'est dit ça sera un projet de développement économique, sinon rien. Pourquoi ? Eh bien, je l'ai dit, on avait envie de faire de la transition éco parce que, d'abord, on était sensible au fait que les plus précaires ne sont pas responsables de ce qui est en train de se passer. Et pourtant, c'est ceux qui sont les plus impactés par le réchauffement et par tout ce qui se passe actuellement. Et puis, on avait envie de développer ça et de dire il faut faire des activités et il faut associer un maximum de gens. Donc, on est parti sur des ACI, sur une entreprise d'insertion, avec un chantier de maraîchage, avec une pépinière label végétal local, et petit à petit, au fil du temps, puisqu'on a commencé à réfléchir en 2010, la préfiguration était en 2014, et ensuite la labellisation en 2017. On est en 2023, il y a 60 salariés à la régie de territoire de Billon, et on a dont 12 encadrants. Mais l'idée, c'était de faire de l'économique ayant du sens pour les gens qui entrent en insertion et pour les bénévoles qui géraient aussi la structure. Et avec le grossissement, le développement des activités économiques, la gestion du personnel, comment on continue de s'y retrouver en tant que bénévole dans un projet comme ça ? Alors on continue de s'y retrouver parce que le projet, c'est de faire participer les habitants. Donc, alors pour vous donner une idée, on a actuellement sur la régie de territoire de Billon, Billon, je l'ai dit, c'est 5 000 habitants. Il y a un bassin de 25 000 habitants avec le PCI. Et on travaille aussi avec une grosse commune du Puy-de-Dôme qui est Cournon, qui n'est pas loin de chez nous. Mais on a actuellement 60 bénévoles. On a 30 bénévoles actifs. Hein, j'ai demandé à mes collègues avant de venir. Et les bénévoles actifs, ils viennent à peu près 3 fois par semaine à la régie. Donc on développe des activités. Alors il y a les administrateurs qui sont précieux quand même dans un conseil d'administration, parce que voilà... Et c'est important. Il y a l'exercice d'une démocratie locale qui est essentiel dans ce genre de structure. Et les bénévoles, ils arrivent, ils ont envie de développer des activités. Ça fourmille d'activités, donc il faut vraiment aussi un peu trier les choses. Et du fait qu'on a été sur des dynamiques de maraîchage, de compostage, de pépinière, il y a des gens qui ont envie de s'investir là-dedans. Et ce qui est assez merveilleux là-dedans, c'est que les personnes qui sont bénévoles, elles vont aller sur des activités qu'elles aiment. Donc elles vont apporter leur savoir, elles vont apporter leurs compétences, elles ont envie de faire ensemble, elles s'engagent. L'engagement individuel devient engagement collectif. On a par exemple créé une association l'année dernière qui s'appelle Qui jardine dîne. C'est un travail avec les personnes de l'épicerie solidaire de Billon, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux,
à s'y rendre, et ben, ce sont des bénévoles qui ont créé un jardin collectif et qui apprennent à jardiner aux personnes qui viennent à l'épicerie solidaire. Tout ça avec une animatrice de la régie de territoire de Billon. On a aussi des bénévoles on vient de déménager. Les bénévoles ont mis du placo, on fait la peinture. Enfin, on n'a pas trop de sous dans les structures d'insertion, donc on se débrouille aussi comme ça. On a aussi des bénévoles qui participent sur le maraîchage, à de la cueillette. On a aussi des bénévoles. Et puis, on a des activités qui s'adressent à des enfants, par exemple. Et les personnes qui sont à l'accueil de la régie savent que c'est un projet collectif, c'est un projet pour le territoire. C'est ça l'idée, c'est de dire ce qu'on veut développer, c'est ce projet, c'est pour les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire. Donc elles ont cette sensibilité-là de dire, quand il y a des gens qui viennent, peut-être qu'ils peuvent apporter des choses à la régie. On fait une activité pour des gamins, il y a une maman qui vient, qui est un peu timide et qui est très contente d'être là pour sa fille. On discute un peu avec elle, il y a un lien de confiance qui s'instaure, et petit à petit, on va découvrir qu'elle sait faire de la couture, et maintenant elle est responsable de l'atelier couture à la régie de territoire. C'est avoir cette sensibilité de dire, il y a des compétences, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, et on va faire ça collectivement, parce que c'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous porte, c'est la solidarité tout simplement. Jocelyne, Julien, pardon, j'ai pas osé le faire avec Claude Alfandéry, oui. Voilà. mais je fais un point horaire. Voilà, tu peux. Il est 11h. Voilà. On va se faire engueuler. Il va falloir vraiment avancer très vite parce qu'on a énormément de témoignages. Merci, Jocelyne. À entendre ce matin. Merci beaucoup, Jocelyne, effectivement. Pas de souci. Je suis désolé de faire ça, mais il faut vraiment qu'on avance. Je n'aurai pas le temps de la relancer relancer sur tout ce que j'avais à lui dire. Je vous laisse un petit quart d'heure encore. Philippe, un peu plus au nord, cette fois-ci, du même coin, c'est-à-dire le Puy-de-Dôme, si je ne m'abuse. Quand on est un élu local, parce que j'allais relancer Jocelyne sur le fait qu'elle est aussi un peu élu local, oui, c'est intéressant, mais non, je ne le ferai pas. Oui. Philippe, oui. Ce qui est très Philippe Gaillard, donc vous êtes élu de la communauté d'agglomération de Riom, oui. Limagne-Volcan, oui. Ça nous donne tout de suite le paysage, à peu près. Revenons un peu sur cette situation particulière, parce que les associations, elles ont une relation un peu symbiotique avec les collectivités locales. Ce qui ne veut pas dire une relation apaisée. Hein. On pourrait longuement en discuter, mais c'est une relation symbiotique parce que s'il n'y a pas une relation, si elle est inexistante, ça ne se passe pas bien. Donc il y a forcément un lien. Comment vous avez vécu une situation particulière, que vous allez peut-être nous décrire, de devoir effectivement soutenir, sauvegarder un tissu d'ACI sur votre territoire, et comment vous vous y êtes pris? Comment vous avez, en tant que vice-président de votre comité d'agglo, vous êtes avec une compétence particulière, celle de la cohésion sociale, politique de la ville. Voilà, comment vous vous y êtes pris et pourquoi vous avez voulu vous engager pour soutenir ces ACI? Alors, de manière, je vais être plus de manière globale, parler de façon générale. Sur les ACI, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, moi, avec ma présidence de cohésion sociale, la création de cohésion sociale via les associations et via les ACI est importante, car on parle de lien social. De lien social. Tout à l'heure, ce qui a été dit, et je retrouve exactement sur le terrain les réalités de ce qui a été dit en introduction, à savoir qu'il faut qu'on travaille et qu'on uniformise ce lien social pour pouvoir travailler ensemble et travailler les uns avec les autres. Et voilà, il y a énormément de projets. Moi, je suis vice-président depuis 2020 et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de projets, énormément de compétences, beaucoup de choses, mais qu'il fallait aussi créer ce lien pour qu'on soit plus forts les uns avec les autres et justement qu'on avance plus rapidement. Au niveau de l'insertion sociale, l'insertion sociale, c'est évidemment une action qui crée du lien social sur un territoire ou au sein d'un groupe. Et les ACI sont une de ces actions, une déclinaison de ces actions qui permettent justement d'être un maillon fort dans une politique globale d'insertion. Avant, sur notre territoire, la loi NOTRe nous a permis, il y a quelques années, alors avec des avantages, des inconvénients, mais on va rester sur les avantages, nous a permis de regrouper certaines des communautés de communes pour créer des vrais territoires plus importants, donc des territoires plus grands, avec un échelon pertinent qui, aujourd'hui, permet d'être vraiment très pertinent au sein des ACI pour créer une politique globale d'insertion. Et c'est ça, on est passé d'une politique et d'une gestion communale à une politique globale d'insertion. Et ça, c'est très, très important. Très, très important pour la suite. Au niveau de l'activité, au niveau de la finance, c'est l'heure ?
C'est déjà l'heure? Non. Au niveau de l'activité, au niveau des finances, de l'évolution, etc., etc. Donc voilà ce que nous avons mis en place et ce qui a permis à un moment donné de sauver, mais ça on y reviendra, entre guillemets, certaines ACI. Moi, ce que je voulais juste simplement rajouter, parce que je sais que le temps presse, je vais me faire gronder, il y a certaines incohérences. Au jour d'aujourd'hui, on ne demande pas, nous sommes des partenaires, nous sommes des financeurs. J'ai dit que nous étions un échelon de proximité, un vrai échelon de proximité. Ça a été dit tout à l'heure et c'est très important. La proximité et le discours et le fait qu'on soit tout le temps en discussion et qu'on puisse échanger sur les problématiques, etc. Et l'intervention rapide. Ce qui se passe, vous le constatez, vous qui êtes sur le terrain, nous aussi, sur notre territoire, je parle de notre territoire, ce qui se passe aujourd'hui, il y a de l'incohérence et très peu de cohésion. Au niveau des besoins, nous avons des besoins au niveau des ACI qui est grandissant au niveau du territoire que nous avons. Sauf que d'un autre côté, on essaye de réduire la voilure. Comment on fait? Je parle du département qui essaye de réduire des voilures, etc. Donc ça, c'est antinomique vis-à-vis de ce qu'on constate au niveau du département. Et ça, c'est une vraie problématique. Autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, nous sommes des acteurs, mais nous ne sommes pas des décisionnaires. Nous ne sommes pas décisionnaires de ce qui se passe et des vraies décisions à prendre au niveau du fonds, au niveau des ACI, au niveau des décisions institutionnelles et des partenaires. Voilà ce que je peux vous dire. Mais les ACI sont porteurs et créateurs de projets innovateurs, ce qui permet de permettre des sorties positives sur des beaux projets. Et ces sorties positives permettent de réduire les inégalités et la marginalisation des individus. Et ça, c'est juste la base pour boucler la boucle de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Merci Philippe. C'est des sujets qui vont être repris dans la séquence d'après, mais j'imagine que travailler avec des associations du territoire qui existent depuis longtemps, c'est un lien de confiance aussi, et que ça vous a permis d'y croire, à cette politique d'insertion territoriale. Joël, vous êtes évidemment partenaire de la collectivité. Alors comment vous avez vécu effectivement ce lien de confiance de la collectivité envers vous ? Alors peut-être bonjour à tous, je vais présenter juste un CERFAC. Donc nous sommes une association basée dans le département du Puy-de-Dôme, on l'a dit tout à l'heure. Nous portons à la fois des ateliers chantiers d'insertion, entreprises d'insertion et des entreprises à but d'emploi au titre de territoire zéro chômeur, peut-être que vous en avez entendu parler. Chaque année, on propose à 250 personnes un parcours de retour vers l'emploi autour d'activités différentes. Maraîchage, sous-traitance industrielle, animation touristique autour du montage du couteau lotière ou encore création de costumes. Et je dirais qu'un CERFAC, c'est une structure qui est solide, qui est robuste. C'est pour ça qu'on peut proposer autant d'emplois. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à nos partenaires, et notamment Rion-Limagné-Volcan, jeune collectivité, 2017, loi NOTRe. Et dans le département du Puy-de-Dôme, en 2017, nous étions en très grande difficulté, nous, les ateliers chantiers d'insertion, puisque l'un de nos financeurs majoritaires nous mettait un petit peu de côté. Et à la création d'RLV, Rion-Limagné-Volcan pour le dire de façon tout à fait correcte, s'est emparé du sujet de l'insertion et nous a réuni toutes les structures d'insertion par l'activité économique autour de la table pour définir une nouvelle offre territoriale, avec des conventions, des financements non négligeables, payés en temps et en heure, ce qui est plutôt rare quand même dans notre secteur d'activité. Hein. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'être payée à plus 2, plus 3 ans. Et au-delà des aspects, je dirais, financiers et administratifs, eh ben, on a créé un lien de proximité avec des réunions très régulières avec le technicien qui est juste là dans la salle. Et ces réunions, elles permettent de se connaître. Et le technicien peut remonter nos réalités à l'élu pour qu'il prenne, pour qu'il prenne les bonnes décisions. Une fois qu'on a ce climat plutôt stable et serein, ben on peut aller au-delà et créer vraiment des choses intéressantes qui permettent de replacer l'ACI dans son écosystème. Et par exemple, on peut travailler ensemble sur l'orientation des publics, les clauses d'insertion qui sont quand même intéressantes pour nous d'un point de vue modèle économique. Créer aussi du lien avec les entreprises, à la fois pour du placement de salariés en parcours d'insertion, mais encore en tant que client.
Donc voilà, je voulais vraiment remercier cette collectivité qui nous soutient maintenant depuis 6-7 ans. Et j'ai un petit peu la même remarque que M. Gaillard à côté de moi, c'est de se dire, ils sont là, aux côtés des départements, de la région et de l'État, et pour autant, ils ne participent pas à la gouvernance. Et pour nous, structure, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on a des orientations qui sont différentes en fonction de nos partenaires. Donc voilà, peut-être que nous aurons l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci de la concision. Juste, si je peux me permettre, on parlait d'ESS tout à l'heure. Pour la première fois, nous avons organisé sur le territoire de RLV le forum de l'ESS pour faire connaître au grand public et aux élus, parce que là aussi, il y a à faire connaître aux élus aussi ce que c'est. Et surtout, de créer, on est toujours dans cette action-là, et c'est très important, de créer du lien social entre tous les acteurs qui participent à l'ESS pour qu'ils puissent se parler et échanger demain. Voilà. Et c'était une première sur le département. Voilà. C'était important pour nous de montrer la contribution des associations à la co-définition d'un projet de territoire. Voilà. C'était vraiment important, et que le rôle des citoyens organisés, c'est aussi de contribuer à c'est ce que Jocelyne a dit, c'est ce que Joël a dit, contribuer à la définition de ce projet de territoire auprès des élus, et de voir comment les associations sont soutenues et considérées, reconnues dans la définition de ce projet de territoire. Et évidemment, se posent, vous l'avez dit, des problèmes de compétences, de légitimité et d'alignement de ce qu'on appelle l'intercollectivité. Et voilà. Et c'est là que nous sommes bloqués aujourd'hui, effectivement, parce que vous n'avez pas la compétence directe du social, et en même temps, vous êtes le premier interlocuteur de l'association sur ces sujets-là. Donc tout ça, il faut que ça avance, et c'est bien là où nous ne sommes pas reconnus aujourd'hui sur ce projet de territoire par le bloc communal ou intercommunal en lien avec le département et l'État. Mais tout ça sera rediscuté certainement dans la séquence suivante. Alors je me tourne au pas de charge, Benoît, vers un partenaire très important de notre communauté inter-ACI. Je suis ravi d'accueillir Yves Mérillon des Restaurants du Cœur. Alors tout le monde connaît les Restaurants du Cœur. Nous travaillons, nous, avec les Restaurants du Cœur. Alors on n'a pas fait exprès de faire une table ronde maraîchage, mais alors pas du tout, du tout. Et d'ailleurs, dans la confidence, ils ne vous l'ont pas dit, mais certains ici regrettent d'avoir fait du maraîchage. Parce que bon, c'est un peu compliqué de faire du maraîchage en ACI, je ne vous le cacherai pas. Voilà, mais ce n'était pas la table ronde maraîchage, mais par hasard, tout le monde en fait. Voilà, donc les Restos du Cœur, nous, on travaille avec vous sur d'autres sujets, de l'aide alimentaire en particulier, voilà. Mais on ne vous connaît pas enfin, moins, le grand public vous connaît moins sur l'emploi, et vous êtes un acteur de l'emploi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Yves, partenaire de notre intercollectivité, la IAE et ACI, le rôle des Restos du Cœur sur le sujet des ateliers chantiers d'insertion et votre façon de considérer ce sujet de l'emploi, comment vous y prenez, parce que vous avez un modèle particulier que vous allez nous présenter. Merci et bonjour à tous. Alors effectivement, c'est la malédiction des Restos du Cœur. Quand on s'appelle Resto, on pense qu'on fait que de l'aide alimentaire. Mais en fait, on fait beaucoup d'autres choses. Et dès le début, le projet des Restos du Cœur, c'était bien évidemment l'aide alimentaire d'urgence, mais c'était aussi, et c'était dans les statuts, l'insertion sociale et professionnelle. L'objectif, c'est pas de faire de l'aide alimentaire ad vitam aeternam. Et notre plus grande réussite, c'est quand les gens s'en vont et n'ont plus besoin de nous. Donc dès le départ, on s'est posé la question de savoir, à des gens qui subissent de multiples précarités, quelle est l'aide que l'on peut leur apporter. Donc ça peut être de l'accompagnement scolaire, des cours de français, de la lutte contre la fracture numérique, ça peut être du microcrédit, de l'accompagnement dans l'accès aux droits sociaux. On sait que le non-recours est une des problématiques principales. Et puis ça a été comment avoir des activités de soutien à la recherche d'emploi. Donc on en a dans nos centres de distribution, en aidant les gens à chercher du travail, etc. Et puis on a très vite créé des chantiers d'insertion. Nous en avons aujourd'hui 100 exactement. Pour un petit peu moins de la moitié, ce sont des chantiers maraîchage. On a aussi une vingtaine de chantiers logistiques dans nos entrepôts départementaux. On a des cuisines d'insertion qui cuisinent pour nos activités gens de la rue. Et effectivement, le modèle des chantiers d'insertion des restos est un petit peu particulier. Premier point, il s'adresse, comme tous les autres chantiers d'insertion, aux plus éloignés de l'emploi, mais je dirais que, vu le public que nous avons, que ce soit dans nos activités de rue ou dans nos centres de distribution, des gens qui sont cassés par la vie, qui ont des parcours extrêmement difficiles, je pense que nous accueillons pour l'aide alimentaire les plus précaires de tous les précaires. Et donc on essaye de les orienter vers nos activités de soutien à la recherche d'emploi. C'est le premier point. Le deuxième point, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le modèle mixte bénévole-salarié.
Et effectivement, au Resto du Cœur, la primauté du bénévolat est un principe depuis le début. Et on peut le chiffrer en ce qui concerne nos chantiers d'insertion. Nous avons à peu près 200 ETP d'encadrants techniques et d'ASP CIP, et on a 350 bénévoles qui interviennent dans nos chantiers d'insertion, soit comme responsables politiques du chantier d'insertion, au nom des associations départementales. Ce n'est pas simple de trouver ce type de responsable bénévole, parce que c'est une tâche qui est lourde, qui est complexe, etc. Et puis, on fait appel à d'autres bénévoles pour compléter les formations que l'on peut donner aux salariés en insertion. Et nous avons des bénévoles qui viennent donner des cours de français, d'autres qui viennent donner de l'initiation à l'informatique, des cours de code de la route, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le modèle resto par essence, c'est cette importance de la participation des bénévoles. Troisième caractéristique, et qui est peut-être un peu là très spécifique des restos aussi, c'est que nous ne commercialisons pas. Nous avons nos 45 chantiers d'insertion maraîchage comme Cocagne. La différence, c'est que nous, on ne le vend pas, c'est que les légumes vont dans les centres de distribution. Alors qu'on achète d'un côté des denrées, il serait idiot de les vendre ailleurs alors qu'il faut qu'on les achète. Voilà. Et je dirais qu'il y a une plus-value aussi. On a fait il y a quelques années une étude sur l'utilité sociale de nos chantiers d'insertion, et il est apparu que c'était quelque chose de fondamental pour les CDDI qui sont dans nos jardins du cœur, de pouvoir travailler pour nourrir des gens qui sont aussi dans la précarité. Ça faisait partie d'une plus-value, d'estime de soi, de se dire on sert à quelque chose dans la société, et c'est très important. Donc on ne commercialise pas, les jardins fournissent des légumes au centre de distribution, nos chantiers logistiques dans nos entrepôts participent à la livraison des denrées dans nos centres de distribution, nos cuisines d'insertion cuisinent des centaines ou des milliers de repas tous les jours pour nos activités gens de la rue. Voilà, et on a la commercialisation qu'on peut faire ici ou là est extrêmement marginale. Et puis le quatrième principe, c'est de faire des Restos du Cœur un acteur du développement durable. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, dans la transition écologique, les gens que nous accueillons sont ceux qui ont une production de carbone absolument ridicule. Et donc ces gens-là, il faut aussi les aider à faire cette transition écologique. On a participé aux réflexions du Comité national de lutte contre l'exclusion, qui est un groupe de travail sur ce sujet. Le laboratoire de l'ESS a aussi fait un rapport sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui nous préoccupe, qui est aussi une transition pour nous, Restos du Cœur, parce que c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, on était un peu loin de tout ça. Et donc on s'efforce à la fois dans nos chantiers d'insertion de produire dans des conditions d'agriculture bio, dans les activités de ramasse, de lutter contre le gaspillage. Quand on collecte aussi de l'électroménager ou des ordinateurs que l'on restaure et que l'on redistribue, c'est aussi dans l'économie circulaire. Et donc on essaye de se situer. Voilà, je vous dis, je l'avoue, c'est vraiment un objectif récent pour nous, mais qui est extrêmement important et sur lequel on va continuer à travailler pour voir comment on peut accompagner les personnes que nous accueillons et dont le nombre, malheureusement, augmente dans des proportions absolument effrayantes ces derniers mois, comment on va pouvoir les accompagner dans ce parcours. Merci beaucoup, Yves. Merci infiniment pour le travail que vous faites sur tous les territoires. Plus 20% d'augmentation dans les centres restaurants du cœur ces derniers mois. Merci beaucoup. Marion Boineau, pour finir, toujours avec un timing serré. Marion Boineau, directrice générale adjointe du mouvement associatif, qui est donc ici notre expert et compagnon de route externe, et en même temps très proche de nous. Le mouvement associatif, c'est le regroupement des têtes de réseau associatives, tous secteurs confondus, le comité olympique et sportif français, le tourisme social, l'éducation populaire, les associations, le médico-social, donc l'UNIOPS, le social, etc. Et alors, vous êtes évidemment... quel regard tu peux porter là, justement, sur ce témoignage d'associations qui travaillent la question de l'emploi, de l'économie, et qui sont finalement un peu en périphérie du secteur associatif, à l'intérieur du monde associatif, et en même temps un peu en périphérie. Qu'est-ce que ça vous dit là, de l'état du secteur associatif et de là où vous en êtes ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je ne fais pas de maraîchage, je n'habite pas dans le Puy-de-Dôme et je ne suis pas investie dans les ACI, mais on m'a demandé de venir en tant qu'allié politique, clairement, sur ces sujets-là et sur la question de la promotion, on ne va pas dire la défense, on va dire la promotion
d'un modèle associatif. Je vois des banderoles ici aussi. Je trouve que c'est une forme d'action. Enfin, je trouve ça assez génial en fait d'avoir fait cette rencontre ici dans un théâtre et de voir toute cette mobilisation et cette coordination. Donc pour nous, en fait, le secteur de l'IAE et des ACI, c'est quelque chose peut-être d'un peu singulier par deux choses qui doivent être très compliquées pour vous à gérer. C'est cette partie d'avoir un modèle très très social avec des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi éloignées d'un certain nombre de dimensions sociales dans la vie de la cité, et à la fois des enjeux très très économiques. Et donc faire coexister ça, c'est une affaire qui n'est pas évidente et qui est singulière. Et nous, au niveau du mouvement associatif, si on s'est regroupé et si on s'est créé, c'est pour faire valoir ce qui fonde certains invariants du modèle associatif au niveau de tous les secteurs. Donc là, je vais y aller rapidement parce que je suis la dernière, c'est bien ça. Mais ce sur quoi je voulais revenir est par rapport à nos actions de plaidoyer, puisqu'on est une structure de plaidoyer au niveau national et au niveau territorial. Vous pouvez aussi vous rapprocher des mouvements associatifs régionaux. C'est cette question de la gestion désintéressée qui a un fondement très important. La question du but non lucratif aussi, et la question de vouloir concourir à des objectifs d'intérêt général. Alors, il y a beaucoup de discussions sur l'intérêt général, est-ce qu'on est sur l'utilité sociale, sur la question des communs. Nous, on est plutôt sur cet aspect-là, mais parce que dans notre culture, en tout cas d'organisation, on est plutôt sur des dynamiques de co-construction avec les acteurs publics, de l'échelon communal jusqu'à l'échelon national, et on pense qu'une forme d'action associative peut passer par ça. Et on pense aussi que ce qu'on fait dans un secteur non marchand et avec ce modèle-là, on ne peut pas le faire de la même manière avec une grille de lecture marchande. Et je crois que c'est ce qui vous occupe et c'est ce qui vous a pas mal coalisé aujourd'hui, si j'ai bien compris la commande là-dessus. Et j'ai entendu parler d'un rapport de l'IGAS récent qui justement vous mettait un peu en tension sur ces sujets. Nous, ce qu'on peut vous proposer, mais pour ce qui est de la vision un peu transverse des questions de vie associative, c'est un texte. Alors, des fois, enfin, moi-même, quand je suis arrivée au mouvement associatif, quand on m'a parlé de la charte des engagements réciproques, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ce truc ? Mais en fait, si on le lit, ça fait 10 pages, à peu près, même pas. Ça met un certain nombre de choses en perspective par rapport à la relation entre l'État, les collectivités et les associations, et comment elles peuvent travailler ensemble, et en quoi elles participent d'actions d'intérêt général, et notamment dans cette charte que je vous invite à lire. Il est indiqué de la question de favoriser dans la durée les soutiens publics aux associations qui concourent à l'intérêt général afin de permettre de conduire au mieux leurs projets associatifs et de privilégier la subvention et de simplifier les procédures. Alors je vais m'arrêter une petite seconde sur la subvention. Parce que c'est pas juste parce qu'on aime bien les subventions, parce que c'est plus facile, c'est que quand on est sur un marché public, c'est pareil que le modèle associatif, on fait pas la même chose. On met des gens en concurrence. Je sais pas comment le dire autrement. On favorise pas les coopérations dans le cadre d'un marché public, c'est autre chose. Après, ça existe, il n'y a pas de problème, mais on peut pas tout mettre sur le même plan. Alors nous, on est aussi attachés à la question des conventions pluriannuelles d'objectifs. Alors c'est quelque chose qui est peut-être moins courant, si j'ai bien compris, par rapport au modèle de l'IAE, parce que vous avez de l'aide au poste, mais en tout cas pour des actions et pour développer le projet social et d'activité, la question de la CPO, quand on est sur de l'annualité budgétaire, vous en avez parlé, moi aussi, au niveau du mouvement associatif, j'ai vraiment pas bouclé mon budget pour cette année, donc on vit la réalité associative. Quand on est sur de l'annualité, on ne peut pas se projeter, en fait. Ça, c'est pas possible non plus, c'est humain. Donc c'est pas juste parce que c'est plus confortable, c'est une manière d'agir. Je vous invite aussi peut-être à regarder, et des choses vous parleront peut-être sur notre plaidoyer qu'on a développé dans le cadre des élections présidentielles et législatives, avec la loi de programmation, la proposition d'une loi de programmation et de soutien à la vie associative, et de travailler sur aussi de voir notre manifeste qui met en place un certain nombre de choses qui sont consubstantielles à l'action associative en termes de modèle économique, en termes de forme d'engagement. Et peut-être pour finir,
on a réalisé, et le réseau Cocagne a participé, à un parcours consacré à l'influence des têtes de réseau au niveau national. Et donc, on a analysé les freins qu'il pouvait y avoir à cette question de l'influence. Et notamment, alors ils ont été un peu forts, hein, ils ont parlé de technicisation, de bureaucratisation, enfin bon, les indicateurs que vous connaissez tous. Alors, au-delà d'être agaçant, ça prend pas mal de temps. Et les leviers et les choses qui ont été identifiées, c'est qu'il y a un moment aussi, si on ne veut pas être juste opérateur d'une politique publique, il faut trouver des marges pour redévelopper des analyses originales, rebâtir des utopies, faire vivre son projet politique, et ça prend du temps. Et il faut que ça soit reconnu. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse trouver des marges là-dessus, y compris au sein de nos gouvernances, parce qu'on est obligé d'embaucher des techniciens de plus en plus techniques pour répondre aux contraintes. Les bénévoles à côté, on n'est pas bénévole dans une structure pour remplir des tableaux de reporting, clairement. Enfin, je ne pense pas, madame, même si peut-être que vous êtes obligé de le faire à certains moments. Mais en tout cas, faire vivre ces utopies, mettre en débat et organiser la gouvernance, c'est ça aussi qui fonde ce modèle associatif. Et enfin, alors bon, je ne vais pas essayer de concurrencer Claude Alfandéry, mais en tout cas, essayer de trouver les moyens de résister à ces logiques de concurrence, parce qu'on nous met en concurrence, clairement, aujourd'hui. C'est pas évident. On veut tous, enfin ça a été dit, donc je ne vais pas me répéter, mais on veut tous coopérer. Mais dans la vraie vie, quand on se retrouve à faire vivre sa structure, c'est pas toujours si évident. Donc voilà, en fait, je vous invite à, et nous, en tout cas, au niveau du mouvement associatif, on est mobilisés dans cette séquence qui a l'air importante pour vous, pour faire valoir ce modèle associatif, parce qu'on ne va pas aller dans le détail des modalités de fonctionnement, et on est vraiment à vos côtés, et au nom de notre présidente et de notre déléguée générale, je tenais à vous le dire, et n'hésitez pas à nous solliciter à tous les moments dont vous aurez besoin de nous. Merci beaucoup.